Et on en vient à un vœu que je crois qu'il est présenté par Anne-Claire Boux, pour le coup, qui concerne le tourisme à Montmartre. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, nous sommes toutes et tous fiers que le 18e rayonne à l'international. La butte de Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur, c'est 11 millions de touristes chaque année. Un chiffre vertigineux et surtout un afflux touristique aujourd'hui qui dépasse les capacités d'accueil du quartier. Et cette situation est aujourd'hui une situation de surtourisme et elle affecte aujourd'hui la vie quotidienne des habitants de Montmartre, habitants et habitantes de Montmartre. Elle a un impact sur l'accès au logement, sur le commerce de proximité, sur la possibilité de se balader dans l'espace public. Donc aujourd'hui, nous souhaitions, avec ce vœu, attirer l'attention sur cette problématique de surtourisme. L'objectif n'est pas d'interdire, mais de mieux organiser le tourisme à Montmartre, de trouver un équilibre qui est compatible avec la vie des habitants et habitantes du quartier. Alors, cette situation, elle est similaire à d'autres sites à l'international. Et aujourd'hui, l'objectif de ce vœu, c'est de s'inspirer de mesures qui seraient incitatives, qui sont mises en place sur d'autres sites touristiques. Par exemple, de mettre en place des réservations gratuites, de pouvoir s'inscrire à l'avance pour pouvoir venir dans le quartier de Montmartre. L'idée, ce serait de communiquer en lien avec les acteurs du tourisme, notamment les guides aussi, de façon à limiter l'afflux de groupes dans les rues de Montmartre. L'objectif également, c'est d'interdire, au même titre que les bus de tourisme, tous les autres véhicules de chevaux et autres véhicules qui n'auraient pas fait l'objet d'autorisation préalable par la ville. L'objectif de ce vœu, c'est également d'utiliser les outils de la ville de Paris pour pouvoir faire en sorte que le commerce de proximité revienne à Montmartre et qu'on arrête l'uniformisation des grandes chaînes, des magasins à souvenirs et de l'arrivée des fast-foods. On se pose aussi la question par ce vœu de l'impact que peut avoir le classement de l'UNESCO. On est très attaché à la préservation du patrimoine à Montmartre, mais aujourd'hui, ce classement de l'UNESCO ne doit pas se transformer en une augmentation encore et un surtourisme encore lié à ce classement. Donc, ce que nous souhaitions, c'est pouvoir d'abord, avant d'engager ce classement, pouvoir aussi tester ces outils pour pouvoir mieux organiser ce tourisme et plus largement le tourisme à l'échelle planétaire, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre, rien que pour le transport. Ça n'inclut pas tout le reste de l'impact sur l'impact climatique lié au tourisme, hébergement et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce tourisme de masse, aujourd'hui, il n'est pas compatible avec les limites planétaires. Au final, on aime le tourisme, mais un tourisme durable qui respecte la planète et qui respecte les habitants et habitantes, puisque demain, s'il n'y a plus de vie de quartier, les touristes, de toute façon, ne viendront plus. Donc, il faut pouvoir préserver ce quartier de Montmartre, comme beaucoup de quartiers à Paris, pour accueillir les touristes et pouvoir faire en sorte qu'on y ait toujours un cadre de vie agréable. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Claire Boux. Alors vous aurez vu qu'il vous a été distribué sur table une version amendée du vœu avec l'accord, je crois, de ceux qui l'ont déposé. Et donc je vous propose que le débat ait lieu aussi sur la partie amendée du vœu qui ajoute, qui n'en retire pas grand-chose, mais qui ajoute un point pour moi absolument essentiel et central, qui est d'ailleurs à la source des enjeux liés au tourisme dans toutes les villes d'Europe, mais d'ailleurs nord-américaines aussi, qui est la question de l'impact du tourisme sur la capacité à se loger. Parce que pour que Montmartre reste un quartier, il faut quand même d'abord qu'on puisse continuer à y habiter. Et la pression immense qui est une réalité aujourd'hui, des meublés touristiques qui a déstabilisé le secteur immobilier et qui a chassé du quartier un certain nombre d'habitants, est l'élément le plus impactant. De la même façon, on ne l'a pas ajouté, mais on aurait pu le faire, qu'il faudrait aussi, non pas mettre en cause, mais appeler à la coopération, à la mobilisation des détenteurs de murs et de baux commerciaux.
parce que chacun le sait, les collectivités, malheureusement d'ailleurs, n'ont que très peu de moyens pour impacter sur les baux, mais de toute façon, s'il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus de baux commerciaux de proximité. Donc il nous apparaissait central que cette dimension y apparaisse aussi. Et du coup, je laisse la parole à Jean-Philippe Davio pour quelques éléments de réponse. Oui, merci Monsieur le maire. Et merci Anne-Claire de ce vœu parce que, bon, il pointe un sujet qui est bien identifié, qui est un sujet qui a été beaucoup repris dans l'actualité d'ailleurs depuis un certain nombre de mois et qui est un sujet bien réel. Alors, je vais évoquer différents points soulevés, mais je voudrais donner un élément de contexte. L'Observatoire de l'Office de tourisme a réalisé une étude sur le tourisme à Montmartre avec un rendu au mois de septembre, donc extrêmement récent, et qui nous donne un certain nombre d'indications qui sont très utiles pour objectiver à la fois la situation, mais aussi les dynamiques qui ont été détectées. Alors, cela paraîtra peut-être contre-intuitif, mais la fréquentation touristique à Montmartre non seulement n'augmente pas, mais diminue. Alors, je sais que c'est très contre-intuitif et je vais vous en donner quelques chiffres, mais elle diminue et se concentre sur certains créneaux qui donnent l'impression, lorsque l'on est présent dans le quartier sur ces créneaux-là, qu'effectivement, il y a une fréquentation extrêmement massive et débordante du quartier. Mais en réalité, en nombre de journées de fréquentation, celle-ci a diminué entre 2023 et 2025, pour vous donner une idée qui est quand même... moi-même, j'en ai été surpris, de 12%. C'est très intéressant, non seulement la fréquentation entre 2023 et 2025 diminue de 12%, quand dans le même temps, et les deux chiffres sont très intéressants à mon sens à mettre en vis-à-vis, quand dans le même temps, la fréquentation sur l'ensemble de l'Île-de-France progresse de 6%. La conclusion qu'on peut tirer de ces deux chiffres, c'est que finalement, ce que nous souhaitons tous, et ce qui avait été enclenché déjà par à la suite des précédentes réflexions sur le tourisme à Paris et lors de la précédente assise du tourisme durable de 2021, ce qui avait été enclenché commence à se vérifier, alors peut-être insuffisamment à aujourd'hui, mais commence à se vérifier, à savoir qu'il y a une répartition qui est en évolution et qu'il y a une concentration un peu moins aiguë, disons-le comme ça, sur le site Montmartre, au bénéfice de d'autres sites de l'Île-de-France. La conclusion qu'on doit en tirer aussi, c'est qu'il faut continuer à faire des efforts alors, au niveau parisien, puisque les grandes orientations sur le tourisme à Paris sont évidemment prises au niveau central, au niveau parisien et même de l'Île-de-France, mais il faut continuer à diversifier les points d'attraction. Et dans le 18e, nous en avons un récent, qui est cette rue de la Chapelle, qui est ce nouveau site, y compris avec les statues de ces 10 femmes illustres. Si vous passez depuis l'inauguration du 26 juillet, si vous continuez à y passer, vous voyez des gens qui viennent photographier ces statues. Et donc on voit qu'on a un nouveau point d'attraction dans le 18e. Et puis l'Office de tourisme a développé aussi, notamment dans ses relations avec les tour opérateurs et avec un certain nombre d'acteurs du tourisme, la mise en valeur d'artisans, la mise en valeur de commerces très particuliers, la mise en valeur d'autres lieux moins connus que sans doute ne l'est Montmartre, mais qui attire aussi petit à petit d'autres visiteurs qui veulent une autre forme de tourisme que finalement se précipiter sur les quelques spots les plus renommés de Paris. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça n'a pas évacué l'ensemble du sujet, mais c'est dire quand même qu'on est sur une dynamique qui est plutôt porteuse d'espoir pour demain, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine là qui est important. Alors, sur la fréquentation, sur le nombre de visiteurs qui viennent à Montmartre, je l'ai évoqué les chiffres, mais évidemment, personne n'imagine qu'on puisse empêcher des visiteurs de venir, ça n'existe pas. Les seuls endroits où il peut y avoir finalement une régulation de la fréquentation, ce sont des endroits où physiquement la régulation se fait. Je prends un exemple, on sait qu'on a des îles bretonnes qui, par exemple, en limitant le nombre de traversées des bacs, peuvent limiter dans la journée le nombre de visiteurs qui y viennent. Évidemment, à Montmartre, on n'est pas dans cette configuration-là, donc il n'y a pas de solution de ce type-là qui puisse être raisonnablement envisagée. Donc, on n'empêchera pas les visiteurs de venir à Montmartre, et c'est sans doute pas comme par ce bout-là qu'il faut prendre le sujet. Prenons le sujet, en revanche, Éric d'ailleurs l'a évoqué, la question du logement, c'est évidemment un sujet central parce que plus il y a d'offres de logements de tourisme meublés à Montmartre, et bien plus il est facile de venir à Montmartre pour faire du tourisme. C'est une lapalissade, mais enfin, c'est une évidence.
Chiffre très intéressant dans cette étude de l'Observatoire, là encore, le nombre de meublés touristiques entre 2023 et 2025 baisse légèrement. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, on est un peu au-dessus de 9000, 9100 environ en 2023, meublés touristiques. On est en 2025 à 8800. Alors, c'est encore beaucoup, hein, mais on est là aussi sur une dynamique qui est plutôt bien orientée. On peut y voir d'ailleurs une incidence d'un certain nombre d'évolutions législatives. Et Yann connaît évidemment bien cela, que ce soit la limitation du nombre de nuitées par an, qui à Paris est donc maintenant à 90 au lieu de 120. Aussi une évolution de la fiscalité, qui, pour des raisons absolument invraisemblables, peut-être justifié à l'origine, mais enfin faisait que si vous louiez votre meublé touristique, eh bien c'était plus favorable sur le plan fiscal que si vous louiez votre appartement à des habitants qui séjournent là à l'année. C'était un non-sens. Donc il y a sans doute un certain nombre d'évolutions législatives qui ont contribué à desserrer un petit peu les taux. On est encore loin du compte et on a encore beaucoup trop de Airbnb. Il y avait aussi, d'ailleurs, je le signale, un vote au Conseil de Paris il y a 2 ans à peu près maintenant qui limitait les possibilités de transformation de commerce en Airbnb, ce qui s'est beaucoup fait un moment, notamment parce qu'un Airbnb est dans le même type d'activité, c'est-à-dire une activité commerciale. Aujourd'hui, malgré cela, il faut demander un changement d'usage et donc évidemment avec une opposition quasiment systématique de la ville. Donc ça, évidemment, ce point est très important. La question des 2 chevaux qui a été évoquée. Alors moi, je souscris totalement à cette interrogation qui, d'ailleurs, ne concerne pas que Montmartre, mais concerne l'ensemble de sites touristiques parisiens, et puis sans doute dans d'autres villes. On a aujourd'hui une difficulté technique, c'est que le statut juridique de ces 2 chevaux, c'est du VTC. Bon, et y compris des zones piétonnes sont accessibles aux taxis et aux VTC, et donc ces 2 chevaux ou ces sidecars peuvent circuler dans Montmartre avec ce statut de VTC. Je pense qu'on peut avoir une piste de régulation néanmoins qui est de vérifier que les forces de police puissent vérifier si l'usage qui est fait correspond bien à l'usage qui doit être fait des VTC. Voilà, on peut avoir là peut-être une petite piste, mais en tout cas, pas de recette miracle et pas de capacité juridique à interdire l'accès de ces 2 chevaux au site de Montmartre. Au total, moi je pense que c'est un vœu qui a l'intérêt de pointer un certain nombre de sujets, de pointer l'attention de notre Conseil du 18e sur ce qui se passe à Montmartre en matière de tourisme. Et donc, j'invite évidemment à voter ce vœu pour que l'attention ne fléchisse pas et qu'on continue à réfléchir aux solutions que l'on peut trouver. Merci. Je crois qu'il y avait Daniel Prémel et Gérald Brion qui voulaient dire un mot. Daniel ? Oui. Alors, effectivement, peut-être que le tourisme baisse, mais le prix immobilier monte. Ça, c'est certain. En tout cas, non seulement il monte, mais aussi on pourrait parler des sites historiques qui deviennent des véritables parcs d'attractions. Je parlerai d'Alida, dont on touche les seins avec aisance tous les jours. Du reste, j'avais demandé qu'on remonte un petit peu la statue. Ça aurait été peut-être un vœu féministe, j'en sais rien. Bon. Et puis que d'autre part, la basilique, cette basilique qui devient vraiment un véritable parc d'attractions. Mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'aurais trop de choses à citer. Je parlerai du classement de l'UNESCO, puisque nous avons fait une association qui va travailler sur le classement de l'UNESCO. Alors, effectivement, le classement de l'UNESCO, c'est ambivalent. Oui, comme patrimoine mondial, c'est un immense honneur d'être effectivement reconnu. C'est une légitimité internationale, cela protège les lieux, cela ouvre les coopératives scientifiques, cela inscrit un territoire dans une histoire longue et universelle. Je cite toujours, un site classé, c'est une chance de mieux préserver, mieux restaurer, mieux transmettre. C'est ce que nous visions. Toutefois, on sait très bien que pour les visiteurs, ça peut aussi les attirer davantage et que ça peut amplifier ce phénomène qui est en train de baisser, comme vous le dites. Ce n'est pas ce que je vis, mais c'est peut-être ce qui est la réalité. Alors, ce n'est pas non plus l'intention de l'UNESCO que cette réalité, effectivement, que ces sites classés à travers le monde deviennent des vrais parcs d'attractions. Alors, moi, il me semble essentiel, en tout cas, puisque nous avons créé cette commission concernant l'UNESCO et de pouvoir être au patrimoine
de l'UNESCO, que nous puissions avoir les résultats. Il paraît qu'il y a une commission qui travaille plus particulièrement sur le tourisme et qu'on puisse avoir les résultats d'une réflexion aussi sur les risques que peut avoir ce classement UNESCO sur le tourisme à Montmartre et que cela fasse vraiment une partie intégrante de leur analyse. Alors, je pense que le patrimoine n'a de sens que s'il continue d'être vécu, et je crois que vous partagez, Monsieur le maire, ce que je vais dire, que s'il est habité, que s'il est partagé. Et un site n'existe pas seulement pour ceux qui le visitent, mais d'abord pour celles et ceux qui y vivent. Je vous remercie. Merci, Gérald Briand. Oui, nous on va voter le vœu, mais j'ai un petit doute quand même. J'ai un doute notamment sur le premier délibéré, parce que dire qu'on invite à que la ville de Paris diminue le flux de tourisme, alors qu'on sait tous qu'on fait tout ce qu'on peut pour rendre la ville attractive. Donc là, on se paye de mots, quoi. Donc, je veux dire, à un moment, il faut... Voilà. Donc, non, mais je veux dire, c'est tout le problème. Et ce qui est bien quand c'est tout le problème, il faut nommer les choses, quoi. Et il faut dire les choses. Il ne faut pas tourner autour du pot. Donc, moi, ce que je pense, par exemple, c'est qu'il faut travailler sur les désagréments et et à partir de ça, ensuite, on déroule le fil. On ne va pas dire, nous, on va mettre une barrière à l'entrée des portes de la butte Montmartre. Je ne sais pas si vous imaginez le truc déjà, le truc qui fait peur. Mais donc, si on veut que ça soit, qu'il ait un intérêt, le vœu, et qu'il soit un peu fonctionnel, il faut rentrer dans le dur quand même. Donc rentrer dans le dur, c'est un peu dire les choses, et notamment, je pense, c'est pour ça que moi je serais plutôt d'abord pour mettre qu'on soit plus sur les questions du meublé, Airbnb, parce que je trouve qu'on a un vrai... On a un vrai axe là-dessus. Et après, je crois qu'il faut aussi qu'on ait une discussion, et que ça ouvre peut-être, mais ça peut être l'intérêt du vœu, c'est qu'on ait une discussion avec les habitants aussi du quartier. Et que sur cette question-là, parce que moi j'étais notamment quand on a travaillé sur cette question des cantines, on a rencontré les habitants sur les désagréments, les travaux, etc. Pour vous imaginer un peu le truc. Donc, et quand on a commencé un peu à dézoomer, c'est-à-dire à plus seulement réfléchir sur leurs petits trucs en bas de chez eux, etc., mais leur dire, attendez, ce que vous nous racontez en fait par rapport aux désagréments que vous vivez, c'est l'organisation de tout ce qui est les flux de la ville en haut, avec la question des livraisons, le matin, les restaurants, il y a tout ça qui fait... Et c'est toutes ces questions-là qu'il faut travailler, parce que il ne faut pas le prendre par le petit bout de la lorgnette. Donc c'est plutôt un commentaire, je ne propose pas de réécrire, on va le voter, il n'y a pas de souci, mais que si on puisse déboucher là-dessus sur une vraie discussion, et notamment avec les habitants de la butte, sur comment on commence à nommer les choses, et comment aussi on fait un peu d'éducation pour les touristes, par exemple, sur les questions, les bonnes pratiques. Parce que ce n'est pas parce qu'on arrive qu'on fait un peu ce qu'on veut en termes on dépose ses affaires, mais il y a aussi ça à réfléchir. Enfin, toutes ces questions-là, il faut un peu qu'on les ouvre. Et donc, si on pense qu'on va faire un vœu en disant on va ralentir et empêcher le flux, voilà ce que je veux dire. C'est juste qu'on ait conscience du problème. En disant ça, évidemment, j'ai pas les solutions. Je mets juste mon écho. Voilà. Émile Meunier. Merci. Je voulais, puisqu'il y a eu un débat, faire 2-3 compléments, parce qu'effectivement, vous dites qu'on n'a pas les solutions. Elles existent quand même, puisque d'autres villes ont connu ce problème, et de façon d'ailleurs pire que nous. Et donc on réfléchit et on met en œuvre des solutions avant nous, qui pourraient nous inspirer. C'est justement l'objet de ce premier attendu. Mais 3 mots. Sur les meublés, évidemment, et d'ailleurs toute la majorité est super alignée pour étendre les contrôles. Je veux le dire, nous les écologistes, dès 2020, on avait demandé de doubler le nombre de contrôleurs, parce qu'il était de 30, pour les passer à 60. Je constate, j'ai moi-même déposé des amendements budgétaires pour aller dans ce sens-là. Malheureusement, pour des contraintes financières qu'on peut comprendre, ils n'ont pas été votés. Donc évidemment que ça parle là. Mais il ne faut pas inverser les choses. Airbnb est une conséquence, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de touristes et qu'une législation avait permis les meublés touristiques qu'il y a eu autant de meublés touristiques. Alors maintenant qu'on a changé la législation, qu'on a pris conscience du problème, on résorbe les choses. Mais la cause reste le surnombre de touristes dans un petit endroit qui s'appelle Montmartre. Et là, je voudrais dire un mot sur l'attractivité, parce que
Et je trouve que c'est un beau débat qu'on n'aura peut-être pas maintenant. Mais qu'est-ce que l'attractivité? Nous, écologistes, on a toujours dit, déjà, on préfère parler de rayonnement, parce que l'attractivité, il y a un côté, on prend aux autres. Vous voyez, on l'a fait avec les bureaux. Hein. Et d'ailleurs, avec le nouveau PLU, on en a pris conscience et on a inversé les choses, en interdisant la construction de bureaux dans certaines zones. Parce qu'on veut attirer les emplois, alors on fait une politique attractive, et puis les emplois, ils viennent d'où? De banlieue. Et donc, on demande aux gens d'aller loger en banlieue, et puis de revenir travailler chez nous à Paris. Et le tourisme, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on met les beaux musées, les belles choses, les beaux trucs, hein, et qui vient à la fin, c'est au détriment des territoires franciliens. Et donc, l'idée, c'est pas de désattractiver Paris, évidemment. De toute façon, quand bien même on y essayerait, qu'on n'y arriverait pas, grâce à ces 2000 ans d'histoire. Mais l'idée, c'est de rendre plus attractif et donc de partager l'attractivité du territoire avec le reste de la région, du Grand Paris, etc. Et donc Paris, plutôt qu'essayer d'attirer, devrait aider les communes limitrophes à attirer elles-mêmes leurs propres touristes et faciliter ce flux-là. Un dernier mot, enfin, sur l'UNESCO. Bon, on a tous travaillé ces questions-là. La littérature scientifique sur ce sujet, je peux fournir les sources, il y a 4-5 études à peu près bien charpentées, la dernière datant de 2019, qui quand même montrent que le classement UNESCO entraîne un surcroît de touristes. Voilà. Je vous donne l'exemple de Venise, alors c'est caricatural peut-être, mais en 87, ça a été classé comme on veut le faire pour Montmartre. En 2003, la même UNESCO a dit « péril de l'humanité », site de l'humanité en péril, et donc fait marche arrière, et on y met des gros moyens. Et d'ailleurs, on y met quoi comme moyens? Et c'est aussi une réponse à ce que vous disiez, Monsieur Briand, c'est-à-dire la ville de Venise, les tour opérateurs et les touristes s'inscrivent en ligne avant. Alors, c'est pas coercitif, mais déjà rien que l'idée de s'inscrire, ça responsabilise en fonction des horaires. Et ce que vous disiez, Monsieur Davio, c'est exactement ça. Il y a des pics. Donc pour lycée, déjà, il faut faire connaître aux touristes que si vous voulez une belle expérience, n'allez pas à ces horaires-là parce qu'il y a des pics. Et donc inscrivez-vous plutôt à ces horaires-là. Vous voyez, il y a des méthodes douces intermédiaires avant d'aller penser à d'autres systèmes. C'était les éléments que je voulais préciser, mais je suis ravi que tout le monde vote lever des écologistes. Merci. Merci. Quelques éléments complémentaires. D'abord, pour répondre à Daniel Prémel, il y a effectivement bien un groupe dans le cadre de la démarche Montmartre à l'UNESCO qui est porté par des habitants du 18e, pas par la mairie, hein, par des habitants du 18e, beaucoup de Montmartrois, qui s'appelle Tourisme vert et durable et qui vise justement à travailler sur la densité des flux, sur les nouveaux lieux aussi, vers lesquels on pourrait inciter les touristes à aller, les nouveaux itinéraires. Et moi, je crois au contraire que Montmartre à l'UNESCO est une opportunité pour travailler sur la question du tourisme à Montmartre, comme la protection par l'UNESCO de Venise est indispensable pour préserver ce site. Moi, je modère l'idée que les classements créent le flux. D'abord, le flux, il existe déjà. Il n'est pas nouveau, et l'extension du tourisme, c'est un phénomène mondial qui n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir avec les classifications et beaucoup à voir avec le plus grand nombre d'êtres humains sur Terre qui sont capables de voyager, d'ailleurs, avec un coût écologique qu'aujourd'hui chacun connaît. Il y a même des réflexions sur la question du nombre de trajets en avion que cela induit, et sur la meilleure connaissance des sites qui est liée à l'extension de cette culture touristique à travers le monde. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre un signe égal. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin d'outils de protection et de protection patrimoniale supplémentaires. Moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on teste tout ce qui permettra de mieux réguler la présence, l'impact des touristes. Et donc, il faut tester plein de choses. À Venise, par exemple, ils ont aussi limité la taille des groupes. Simplement, je le redis pour que tout le monde ici soit bien au clair, beaucoup des compétences liées à cette régulation ne sont pas chez nous. D'abord, le tourisme devrait être géré par la région. La compétence tourisme, c'est la région Île-de-France, c'est pas la ville de Paris, c'est encore moins la mairie d'arrondissement. Et par ailleurs, le niveau de décentralisation des décisions en France ne fait pas des maires des régulateurs aussi puissants que dans d'autres villes, comme à San Francisco, comme à New York, comme à Venise ou comme à Barcelone.
Mais ce sujet-là, il est central. Le sujet plus central encore pour moi, et celui sur lequel je suggère que nous concentrions notre travail au-delà de la qualité de l'accueil et de la qualité de l'expérience touristique, c'est de la capacité pour Montmartre de rester un quartier où l'on vit. Et je pense que c'est ça le sujet central. Si un jour, malheureusement, il n'y avait plus d'habitants à Montmartre, plus personne ne parlait de surtourisme. Il n'y aura peut-être plus tellement de touristes à Montmartre, parce que Montmartre sans ses habitants, c'est plus tellement intéressant pour les touristes. Mais la surconcentration touristique tout en haut de la butte ne doit pas nous conduire à avoir une situation où les habitants seraient empêchés d'habiter. Voilà pourquoi je tiens tant à ce que nous essayions d'utiliser tous les moyens qu'on a et d'aller encore plus loin possible sur la question du logement. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait de la préemption à Montmartre, pour permettre à des habitants de rester des habitants. Et la prédation sur le logement dans tous les sites touristiques, parce que c'est vrai de Montmartre, avec un petit temps de retard sur l'île Saint-Louis, par exemple. Moi, je ne sais pas combien d'habitants il reste sur l'île Saint-Louis, mais sans doute que s'il y avait plus d'habitants, on parlerait plus de tourisme ou de problèmes de tourisme sur l'île Saint-Louis. Moins il y a d'habitants, moins on a ce sujet-là. Et donc, la capacité de Montmartre à continuer à être un quartier est essentielle. Et on arrive sur cette contradiction, qui est que Montmartre n'est pas un site. Montmartre est un quartier où l'on habite. On peut mettre des barrières à l'entrée d'un site. On peut, alors pas nous, mais on pourrait imaginer réduire, je dis n'importe quoi, le nombre de touristes qui ont le droit d'entrer dans le Sacré-Cœur, j'en sais rien. Mais Montmartre, c'est un quartier. C'est pas un site. Et on va pas mettre des barrières à l'entrée d'un quartier. Donc on peut proposer, comme le disait Émile, des solutions pour permettre aux touristes de leur propre chef de réguler leur propre arrivée pour vivre une meilleure expérience. On ne peut pas empêcher les gens d'aimer Montmartre. Et on ne va pas supprimer le fait que c'est à Montmartre qu'on a la plus belle vue sur tout Paris. On ne va pas construire un bâtiment sur les escaliers devant le Sacré-Cœur pour bloquer la vue sur Paris. Et donc, il va continuer à y avoir des gens qui vont vouloir aller s'asseoir sur les marches pour voir Paris. Parce que c'est un des plus beaux endroits de la Terre. Et moi, je ne vais pas pleurer le fait que non seulement ses habitants, mais le monde entier aiment nos quartiers. Simplement, il faut travailler sur cette régulation. Travailler sur la régulation des touristes et surtout, travailler sur la possibilité de continuer à habiter Montmartre, parce que s'il n'y a plus d'habitants, il n'y aura plus de commerçants non plus. On peut dire tout ce qu'on veut sur les commerçants. Si on veut des commerces de proximité, il faut qu'il y ait des clients. Et les clients, c'est les habitants de proximité. Et donc je pense que si on ne fait pas de la question du logement à Montmartre l'alpha et l'oméga de toute notre réflexion, en fait, on tape à côté. Et après, imaginons, prenons toutes les mesures qu'on peut. Moi, je suis complètement d'accord. Tout ce qui nous permettra d'interdire les tuk-tuk, les 2 chevaux, les machins, les trucs, évidemment, les camions, les bus. Je pense d'ailleurs que la piétonisation peut y contribuer largement, contrairement à ce que certains racontent. Mais concentrons notre travail sur le tourisme, sur la capacité à habiter à Montmartre. Et je pense que là, on aura vraiment la clé. Et d'ailleurs, si on regarde de près tous les mouvements anti-tourisme, ce n'est pas encore le cas à Montmartre, mais qui existent, que ce soit à Barcelone, que ce soit à Venise, ou que ce soit dans un certain nombre d'autres villes italiennes ou espagnoles, ça commence toujours quand les habitants constatent qu'ils sont privés de leur logement, qu'ils ne peuvent plus venir habiter. Et c'est ce qui s'est passé à Barcelone. Le sujet de la prédation du logement pour de l'hébergement touristique. Et les gens se sont dit, mais attends, si on ne peut même plus habiter dans notre quartier, on est d'accord pour partager notre rue, un peu, pourquoi pas partager nos commerces, mais si en plus on peut même plus habiter dans nos immeubles, alors là c'est terminé, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on ait une action extrêmement déterminée sur ce sujet, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et en attendant, je vais comme vous tous, je crois, voter ce vœu donc sous la forme qui a été distribuée sur table, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Il est adopté.